Allez, c'est parti. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui est assez d'actualité en ce moment, hein. C'est la transformation digitale concernant le secteur de la formation en entreprise. Donc, pour traiter ce sujet, on reçoit Arnaud Lenen de la RATP et Cléo Ginestrigold de Bidiz. Donc, Arnaud, je vais te laisser te présenter rapidement. Donc Arnaud Lenen, je suis responsable des formations digitales au sein de l'Université Groupe RATP, donc qui dépend de la DRH. Et après, on en parlera plus pour la suite. Cléo? Bonjour à tous, c'est Cléo, je suis Customer Success Manager chez Bidiz et du coup chez Bidiz on propose une solution de mobile learning qui a pour objectif de changer la façon d'apprendre grâce à des contenus qui sont courts et ludiques et de favoriser la transmission de connaissances au sein de l'entreprise grâce à un outil auteur qui est très simple d'utilisation. Et moi, mon métier, en fait, c'est d'accompagner nos clients. Donc aujourd'hui, on travaille avec plus d'une centaine de grands groupes, mais également avec des plus petites entreprises et des organismes de formation. Et donc moi, mon métier, c'est de prendre soin de nos clients, de les conseiller et de les accompagner en fait tout au long de la collaboration pour garantir la réussite du projet. Et du coup, c'est dans ce cadre-là que j'accompagne RATP depuis maintenant presque 4 ans. Super. Alors on y reviendra hein, sur ce projet RATP. Là, je vais laisser Arnaud nous expliquer un peu son périmètre. Je crois que tu bosses pour une division qui s'appelle 2ID. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça fonctionne? Ça fonctionne bien. Donc 2ID, c'est ingénierie innovation digitale. Donc notre rôle, c'est d'accompagner les départements sur donc soit la refonte de dispositifs de formation existants, soit sur la création de nouveaux dispositifs. Donc en intégrant des différentes modalités pédagogiques pour être au plus proche de la demande du client interne. Et téléphone qui sonne. Et donc on s'occupe il y a cette partie-là et on s'occupe de toute la partie administration, SI, formation. Ça marche. Tu peux nous en dire un peu plus sur le périmètre en termes de salariés, d'entités couvertes? Alors donc, nous, on traite les demandes de l'ensemble des départements de l'entreprise, hein, donc les 21 départements. On a 13 centres de formation, 4 académies à la RATP. Et aussi, donc ne pas oublier les experts métiers, puisqu'on a beaucoup de demandes de maîtrise d'ouvrage donc qui ont une expertise. Pour justement leur mettre à disposition des outils qui leur permettent de produire en fait en interne, et notamment quand on a accès à des outils auteurs assez simples, ils sont très friands et très heureux de pouvoir produire des choses en interne, parce qu'on a remarqué que un expert métier à qui on donne la main, on est très efficient dans la réalisation en fait du contenu de formation. D'accord. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, Arnaud, est-ce que tu as une idée du pourcentage entre formation présentielle et formation digitale au niveau de ton entreprise? Oui, bien sûr. Tout le monde aime bien les chiffres, hein, ça donne des repères. Bon, nous, on a une très forte culture du présentiel dans l'entreprise. Hein, le niveau du plan de développement des compétences, ça aussi tous les ans environ 2 millions d'heures, donc c'est juste énorme. Hein, ce qui se justifie par rapport finalement au type de métier que l'on a dans l'entreprise. Hein. Vous savez, on est une entreprise intégrée, donc on couvre un petit peu tous les métiers et beaucoup de métiers de la conduite avec des profils très spécifiques, et ce qui génère en fait beaucoup d'heures de présentiel. L'idée, c'est d'inverser, alors pas inverser la tendance. Je pense que c'est pas possible parce que c'est vraiment dans dans nos gènes, hein, ce présentiel. Donc c'est d'intégrer du digital, parce que on l'a vu là depuis quelques années. En intégrant du digital, on arrive à proposer des modalités pédagogiques différentes, ce qui rend les parcours de formation plus attractifs, plus dynamiques, et qui favorise en fait l'apprentissage et l'ancrage mémoriel. Donc grosso modo, aujourd'hui, on est à peu près à 3% des heures. Alors je précise des heures, hein, pas en nombre de dispositifs, etc.
Donc, quand je vous annonçais 2 millions d'heures en présentiel, je vous laisse faire le calcul de ce que ça représente en digital. Donc, c'est quand même très conséquent. Et donc, notre objectif d'ici fin 2022, c'est d'atteindre 10% des heures du plan digital. D'accord. Donc, une belle ambition, hein. Alors, j'ai une question qui arrive tout de suite. J'ai quelqu'un qui me demande quelle solution, comment vous avez justement outillé la formation, quels outils vous avez mis à disposition des différents services pour qu'ils puissent gagner en autonomie sur cet axe digital. Alors, pour proposer et monter en puissance en digital, il faut bien entendu de quoi diffuser les contenus de formation, ça c'est essentiel, mais il faut aussi produire du contenu. Donc pour la partie production, justement nous dans notre offre, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on accompagne tous les départements. Et à un moment donné, se pose la question, j'ai un projet, je souhaite le mettre en œuvre, qui s'occupe de la mise en œuvre? Donc là, grâce à des outils auteurs, et notamment avec Biddies, on a la possibilité de proposer une interface de création de contenu, donc qui est très très simple à utiliser. Donc en fait, pour chaque projet, on se pose la question de savoir, est-ce que la maîtrise d'ouvrage est en capacité de produire ou pas? Ce qui permet, comme je l'évoquais tout à l'heure, de donner la main aux experts métiers et de produire finalement très rapidement du contenu spécifique. Ou alors, dans l'équipe projet, il n'y a pas de personnes disponibles ou qui se sentent de produire du contenu en interne. Et si on a budget, on le fait produire par une prestation externe de manière très classique. Donc, il y a toute cette partie production de contenu pour alimenter la plateforme de formation. On est équipé aussi de simulateurs de conduite, parce qu'on a des métiers spécifiques, donc les métiers de la conduite, le métro, etc. Donc, on a des simulateurs. On propose aussi dans notre panel de la réalité virtuelle. Donc on en parlera peut-être tout à l'heure. On a un studio dans lequel on est en capacité de produire un certain nombre de contenus. Donc nous, en interne, pour des projets spécifiques. Et aussi donc la possibilité de faire monter en compétences sur différentes thématiques, des outils auteurs simples comme le propose Biddies. Après, il y a différents degrés d'interaction et de modalités pédagogiques proposées. Et donc, on propose aussi des formations pour monter en compétences en VR en interne. Ça marche. Donc, j'imagine qu'au niveau RATP, vous êtes équipé d'un LMS, d'une solution de mobile learning. Comment ça s'orchestre en fait comment ça s'orchestre au niveau de la connexion de tout cet outillage? Alors, on a un LMS depuis 2012 maintenant. Qui était hébergé en interne, ce qui a bridé un petit peu les possibilités offertes au département en termes de fonctionnalité. Et notre LMS est interfacé avec notre SIRH. Donc en fait, il y a pas du tout on n'a pas modifié en fait les processus d'inscription à la formation. On a toujours les responsables formation qui inscrivent les salariés. Et donc les salariés peuvent suivre les formations sur leur plateforme. Et donc là, on a changé de plateforme LMS, toujours interfacé avec la même organisation l'année dernière. Et en parallèle à ça, il y a presque 4 ans maintenant, comme un certain nombre de fonctionnalités n'étaient pas couvertes par notre plateforme LMS, il y a un centre de formation qui s'est lancé dans le mobile learning et justement a pris des licences chez Biddies. Donc c'était formidable parce qu'en fait, eux, dans un centre de formation, en complément de leur formation initiale, et des programmes de formation présentielle, ils ont intégré peu à peu le mobile learning. Donc pendant le présentiel, pendant les phases terrain, les salariés pouvaient vraiment réviser. C'était vraiment très orienté révision, donc des notions très très courtes, beaucoup de notions très courtes. Il y a une très très grosse consommation de ce département, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure.
Et donc, du coup, en parallèle, on avait la plateforme LMS très officielle, inscription, très orientée, on va dire, processus RH pour les formations transversales. Et donc là, la plateforme Mobile Learning qui arrivait, avec en plus des agents qui progressivement étaient équipés de tablettes. Hein. Et du coup, cette plateforme Mobile Learning a creusé son chemin dans l'entreprise parce que comme il y a eu une forte adoption de la solution par les salariés, eh bien aujourd'hui on se retrouve à avoir une licence entreprise, donc accessible pour tous nos salariés, avec des programmes et finalement une utilisation de Biddies qui s'élargit au fur et à mesure, puisqu'on est parti plutôt sur de la révision. Et aujourd'hui, on a des dispositifs de formation obligatoires qui sont diffusés depuis Biddies. On a des formations pro. On a tout récemment l'Académie du Digital qui a déposé les premières briques de son parcours. Donc aujourd'hui, on a à peu près 350 contenus, c'est à peu près ça, Cléo, non? À peu près 350 contenus qui sont publiés. Et puis on en a plus de 400, enfin il y en a une cinquantaine, une soixantaine qui sont en cours de création. Donc il y a une forte progression. Alors Cléo, à quel besoin répond exactement le mobile learning en entreprise? Chez RATP tout particulièrement, le besoin qui a été remonté aussi, c'est de pouvoir offrir un outil pour tous qui soit accessible partout et tout le temps pour les personnes qui sont au siège comme les personnes qui sont sur le terrain ou en maintenance, etc. Donc, c'est vraiment un outil qui doit être accessible pour tous. C'est un outil qui doit être engageant. Donc, on a un environnement qui est très, très ludique, qui vise à motiver et engager les apprenants au maximum. Et puis, comme le disait Arnaud, en fait, un des besoins auquel Biddies répond, c'est en fait le besoin de formation, d'avoir un outil auteur qui est très très simple. Et justement, en fait, il y a eu un tel écho suite à la première université RATP qui a testé l'outil, que en fait l'outil s'est propagé très facilement dans le reste de l'entreprise parce qu'il y avait un réel besoin de pouvoir créer des contenus en toute autonomie. En fait. Alors, vous parlez tous les deux d'outils auteurs, mais est-ce qu'il faut les utiliser entre guillemets une culture digitale pour pouvoir créer des contenus, etc. Ça passe par quoi en fait? Est-ce que les personnes sont directement autonomes? Est-ce qu'il faut déjà qu'elles soient sensibilisées, qu'elles aient une compétence digitale? Alors, la prise en main de l'outil auteur, elle est très très simple. On est guidé tout au long de l'utilisation. En plus, au fur et à mesure de la création, on a une prévisualisation en direct du rendu final qui permet vraiment de faciliter en fait la création. Après, on met quand même en place des ateliers de formation qui vont durer en fait 3 heures parce que en plus de la prise en main de la plateforme qui reste intuitive, on a quand même besoin aussi d'intégrer la pédagogie propre au mobile learning qui, pour le coup, ça est un petit peu plus nouveau et a besoin d'être adapté. Donc voilà. D'accord. Ça, c'est un point super important. Hein. Puisqu'en fait, alors c'est à la fois une force et une faiblesse d'avoir un outil comme ça très simple, parce que la force de l'outil, c'est que justement, c'est très simple. On est guidé pas à pas, comme l'évoque Léo, et en plus, on a la possibilité de visualiser le rendu, à la fois donc ce que ça peut rendre sur un PC, une tablette, un smartphone au format paysage, portrait. Donc ça, c'est vraiment génial pour les concepteurs. Par contre, on voit bien, enfin nous on l'a vu, le côté un peu négatif de ce côté très facile, c'est que un concepteur ou chez nous il y a pas mal d'experts métiers qui n'ont pas cette expertise pédagogique, foncent un petit peu tête baissée sur l'outil et puis construisent leur module comme ça, tout en étant guidés par l'outil. Et justement. Excuse-moi Arnaud, justement, comment tu organises la création des contenus de formation par rapport à ça? Eh bien, donc nous, ce qu'on a mis en place, fort de ce constat, et d'ailleurs, on le constatait aussi bien sur des experts métiers qui, c'est pas leur métier de concevoir des modules, mais on l'a constaté aussi chez des concepteurs pédagogiques qui
C'est se retrouver face à un outil qui était tellement simple que ils se posaient pas de questions, ils fonçaient tête baissée pour produire leur contenu. Donc nous, on a créé un module qui permet aux concepteurs pédagogiques et aux experts métiers, de poser les bases sur la conception de la réalisation d'un module de formation digitale et de vraiment se poser, de dire voilà, non, on réalise, il y a un storyboard, il y a un certain nombre de règles à mettre en place, à suivre pour justement ne pas construire un module qui part en fonction de l'inspiration du moment. Il y a bien un message, il y a des objectifs pédagogiques, il y a des choses à respecter. Donc nous, en fait, on accompagne les départements justement dans cette démarche en fonction des outils que l'on a à disposition, parce qu'on a on a un studio dans lequel on a tout un tas de matériel pour si je veux réaliser un module, j'ai peut-être des vidéos à faire, j'ai des photos. Donc soit je récupère des images libres de droit sur le web où on achète des bibliothèques. Si on veut montrer son propre environnement, on prête des appareils photo plus ou moins élaborés, caméras, ou tout simplement un smartphone. Aujourd'hui, on obtient des qualités juste incroyables avec un smartphone. On prête des micro-cravates, parce que dans l'environnement, parfois, il y a pas mal de bruit. Hier, justement, on parlait des tips. Il y avait une présentation en interne de l'outil, et on parlait des tips où certains départements avaient des difficultés pour capter notamment le son de manière correcte. Et donc, nous, on prête du matériel aux départements quand ils sont dans un univers un petit peu bruyant, d'avoir des micros directionnels pour justement améliorer la qualité. Donc, on a en fait toute une organisation qui est mise en place autour de l'accompagnement des départements pour faire en sorte qu'ils soient en capacité de produire par eux-mêmes, ce qui augmente la rapidité de production des modules et ce qui permet aussi d'assurer la mise à jour du contenu, parce que ça, il faut vraiment y penser. Il y a certaines thématiques où la pérennité du contenu est pas vraiment avérée, quoi. Donc, il faut vraiment penser à toutes ces étapes. Et en général, la durée de vie d'une formation, Arnaud, d'un module que tu crées? C'est très variable. Là, on arrête un module qui date de 2012. Donc voilà, il a bien vécu. Et en fait, le contenu est toujours valide. C'est les technos, puisqu'on utilise le player, c'est le navigateur web. Et du coup, c'est un module qui est compatible exclusivement avec Internet Explorer. Ça marche plus avec Edge, Firefox, donc ça pose des problèmes. Donc là, c'est pas un problème de contenu, c'est plus un problème de techno. Et autrement, il y a des contenus, ça dure 2 ans. C'est pour l'accompagnement d'un SI, donc 1 an et demi, 2 ans. Et puis après, le module, on l'utilise plus. D'où l'importance de pas finalement dépenser trop d'énergie au départ. Donc trouver le juste équilibre entre le temps de conception versus la mise à disposition. Donc je diffuse à combien de personnes et pendant combien de temps. D'accord. Cléo? Ouais, je voulais juste ajouter une petite précision du coup, parce qu'Arnaud parlait de la fonctionnalité des tips, mais du coup, ça parle peut-être pas à tout le monde. Ah oui, pardon. Désolé. Du coup, les tips, en fait, c'est une fonctionnalité qu'on a sortie l'année dernière qui va permettre aux apprenants de créer du contenu directement depuis l'application. Donc, en fait, ils vont pouvoir filmer un geste métier, filmer un témoignage, etc. Augmenter la vidéo en ajoutant des layers de texte, en coupant la vidéo pour ne garder que le meilleur, etc. Et après de le diffuser directement au reste de la communauté. Donc, Arnaud parlait de ça hier. Il y a eu une présentation au département, parce que pour le moment, c'est utilisé chez un des départements en phase de test. Et donc, c'est assez unique. Ça marche. Donc Arnaud, on l'a compris, en fait, ta division, finalement, c'est une assistance à maîtrise d'ouvrage interne. Ouais. C'est un peu comme un cabinet de conseil qui vient délivrer une prestation à des acteurs internes, et donc qui orchestre le choix des outils, qui accompagne, en fait, tu formes les collaborateurs aux outils, tu les accompagnes dans la création des contenus, et il y a aussi un circuit, une chaîne de validation de ces contenus qui a été mise en place. Oui, tout à fait. Alors, qui est variable. Donc, par exemple, sur notre LMS, donc qui dispose aussi d'un outil auteur,
les contenus la publication des contenus passe par l'administration centrale. Donc, c'est vraiment une organisation très centralisée pour la publication des contenus. Par contre, avec Bdiz, eh bien, on est rapidement rentré sur une organisation décentralisée pour justement avoir ce côté réactivité. Hein. Et là, je prends par exemple le premier centre de formation qui s'est lancé avec Bdiz. Eh bien, eux ont des concepteurs pédagogiques, donc c'est eux qui conçoivent. Il y a une personne qui publie dans le centre de formation. Il y a le centre de formation du RER là qui commence à produire beaucoup de contenu. Il y a Métro RER là qui s'y mettent parce que les collaborateurs vont être équipés justement de devices mobiles et donc ils créent du contenu pour qu'au moment où la dotation arrivera, eh bien ils aient justement du contenu et des choses à proposer sur les équipements. Et donc eux c'est pareil, donc ils produisent, sont les concepteurs qui produisent. Et ils commencent déjà à former des référents dans les unités opérationnelles pour justement proposer du contenu. Mais il y a bien une vérification du contenu. Là, on touche la sécurité. Et donc, eux ont voulu modérer, vérifier et avoir une sorte de charte éditoriale que tout ce qui est publié soit contrôlé. Et c'est assez fluide, en fait. Le fait de décentraliser comme ça, à la main du département, ils ont cette souplesse de pouvoir produire rapidement, c'est à leur main, et ça se passe plutôt pas mal. Cléo, j'ai une question sur, ça serait quoi un peu les tips d'une bonne digitalisation de son plan de formation? C'est quoi les conseils que tu pourrais donner côté Bdiz? Comment on prépare un projet? Alors, les conseils, déjà, ça va être de bien choisir ses outils, donc de faire en sorte de choisir des outils qui correspondent bien aux besoins, de pouvoir les intégrer au maximum aux outils RH pour pas que ce soit un gadget en plus, mais qu'on puisse reprendre par exemple le SSO, donc le système d'authentification propre à l'entreprise, pour que ce soit le plus transparent possible et le plus facile possible pour les apprenants en fait. Ça va passer aussi par le fait d'avoir une bonne équipe projet ou une personne qui va gérer le projet pour avoir quelqu'un qui va chapeauter tout ça et qui va vérifier justement, comme disait Arnaud, qui va pouvoir vérifier la cohérence globale et assurer un niveau de qualité égal partout. Ça va passer aussi beaucoup par la communication. Donc, en fait, le projet, il va pas fonctionner tout seul. Il va falloir faire de la communication déjà pour que les apprenants prennent conscience de cette nouvelle solution. Et puis après, animer la communauté d'apprenants tout au long du projet, donc en proposant par exemple des challenges, en les relançant via différentes thématiques, etc. Et le dernier conseil, je pense que ça va être de ne pas oublier l'humain, parce qu'on a beau être sur un outil digital, c'est important d'intégrer et d'impliquer au maximum les apprenants, d'identifier des ambassadeurs pour leur proposer après, à terme même, de créer du contenu s'ils le souhaitent, de demander leur avis, de demander leur retour pour pouvoir répondre à leurs besoins en fait en termes de formation, mais aussi en retour juste outil. Alors, je vais juste rappeler un point, le mobile learning, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas de la formation sur téléphone, hein. C'est de la formation mobile, donc ça veut dire qu'on peut y accéder via un ordinateur, une tablette et effectivement un téléphone. Il y a une question là qui se pose dans ces modes de formation digitale. C'est quoi les principales contraintes qu'on peut rencontrer dans ce type de projet? Arnaud, peut-être? Alors, au niveau quoi? Au niveau de la mise en place ou au niveau du déploiement? Au niveau de la mise en place. En fait, on voit aujourd'hui dans la formation, d'une manière générale, ça va très très vite. Donc déjà, il faut bien savoir ce qu'on veut au départ. Donc quels sont nos besoins immédiats. Et dans le projet, déjà, avant de commencer le projet, se projeter un petit peu comme un éditeur, avoir sa propre roadmap, savoir aujourd'hui, j'ai un degré de maturité digitale et les demandes, c'est ça. Demain, comment est-ce qu'on souhaite évoluer et quelles seraient finalement les modalités pédagogiques qu'on souhaiterait proposer à nos salariés pour justement déjà
voir les différentes solutions qui pourraient couvrir ce périmètre-là. Et ensuite, la partie diffusion, comment je souhaite diffuser mon contenu. Est-ce que c'est vraiment mes salariés, ils sont équipés de plutôt de PC, j'ai pas de moi finalement peut-être que le mobile learning ça m'intéresse pas parce que on n'a pas de dotation. Ouais. Mais il faut penser aussi que les salariés ont un device perso. Alors voir quel degré de maturité on a dans l'entreprise pour faire en sorte que les salariés utilisent leur propre device. Et même parfois, on serait surpris de voir finalement qu'est-ce que les salariés seraient prêts à faire finalement pour justement accéder à quelque chose qui les intéresse. Parce que finalement, je pense que le plus important, c'est de proposer des choses qui soient engageantes pour les salariés. Parce que si ça leur apporte rien, eh bien, ils n'utiliseront pas. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un intérêt pour eux. Et nous, on le voit alors c'est pas dans la formation, c'est pour un réseau social d'entreprise. On a donc sur une population, donc c'est au niveau du département bus, il y a plus de 96% ou 98% des salariés qui consultent le réseau social d'entreprise avec un device mobile. Et il y a personne qui est équipé de mobile. Hein. D'accord. Voilà, parce que justement sur ce réseau social, ils ont la possibilité d'échanger leurs services entre collègues. Donc forcément, ça a une forte valeur ajoutée à titre personnel pour apporter du confort dans la vie au quotidien. Donc ça fait partie des choses auxquelles, quand on crée un dispositif, il faut y penser. Et nous, on l'a vu avec Bidiz. Hein. Hier, avec Cléo, on avait une réunion justement sur. Il y a de la gamification sur la plateforme. Donc il y a des badges. Et quand on a créé les badges au tout début, l'ultime badge, on l'obtenait, c'est combien de points? 30 000? C'est ça, Cléo? Je m'en rappelle plus. Ou 15 000. Voilà, donc 15 000 points. Bon, déjà, 15 000 points, voilà, moi, je fais beaucoup de modules, je vérifie plein de modules, etc. Et je dois avoir 5 000 points. Donc, déjà, voilà, un bon niveau. Et on a donc un certain Francky, voilà, qui qui va bientôt atteindre les 4 millions de points. Voilà, donc on avait imaginé c'était 15 000 points et voilà on a fait le compte le nombre de salariés qui étaient au-dessus des 15 000 points, donc on en a vraiment beaucoup. Du coup on se dit voilà, faut peut-être que dans le principe de gamification on va peut-être revoir un petit peu notre stratégie sur les badges, mais finalement on était un peu rattrapé par l'utilisation de la solution. Donc là, on a un petit wagon de retard, hein, donc pour stimuler les salariés à consommer. Ils nous ont pas attendu en fait. Donc ils ont remplacé les jeux par les modules de formation en fait. Ouais. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que comme les points continuent d'évoluer, il y a un classement. Donc je pense que pour les personnes qui sont devant, ça doit être leur vecteur de motivation. Ils veulent être dans le top 10 des apprenants. Donc c'est assez rigolo de voir un peu ces comportements-là. Juste pour revenir sur l'explication, Cléo, comment ça fonctionne en fait, ce système de points, c'est mis en place comment? Tout l'environnement, toute la solution est très, très gamifiée, donc tout est très ludique et tout vise à engager les apprenants au maximum. Donc en fait, quand on va faire des modules de formation, les modules sont rythmés avec des activités pédagogiques, des quiz, des jeux, etc., qui vont permettre de monter en compétences, de vérifier les nouvelles compétences qui ont été acquises, de faire des piqûres de rappel pour favoriser l'ancrage mémoriel sur le long terme. Et en fait, plus on va faire des modules, plus on va gagner de points, plus on va gagner des badges et plus on va faire évoluer notre avatar. Donc voilà, et après, effectivement, il y a des capsules, par exemple des capsules battle, où on va pouvoir défier des collaborateurs, donc soit en mode aléatoire. Alors c'est quoi une capsule, Cléo? Ah oui, alors une capsule, c'est un petit module de formation. C'est le terme qu'on utilise chez Bidiz, et du coup chez RATP, c'est également le nom de l'application. Donc si jamais on dit capsule, c'est possible qu'on parle de la solution Bidiz aussi. Alors, est-ce que chez la RATP ou chez d'autres clients, est-ce qu'il y a des RH qui ont mis en place des systèmes de reconnaissance par rapport à ces acquisitions de nombre de points, par rapport à l'implication des collaborateurs? Oui, complètement. Et c'est ce qu'on conseille aussi, c'est de valoriser aussi cette montée en compétences en organisant, par exemple, des challenges. Donc, ça peut être sur une thématique en particulier ou sur une période en particulier.
Et par exemple, à la fin du mois du digital, on va élire le top apprenant, on va pouvoir faire gagner des petites récompenses, etc. Mais surtout mettre en avant l'apprenant et féliciter en fait sa montée en compétences. D'accord. Arnaud, concernant la diffusion des formations, est-ce que moi, par exemple, en tant que salarié RATP, je ne sais pas si je suis embauché, par exemple, pour aller bosser dans une gare à l'accueil des voyageurs, est-ce que j'ai accès tout de suite à un catalogue où je vais pouvoir voir, bah tiens, comment orienter les gens, etc. Comment ça fonctionne? Alors, bon, déjà, ça commence par une formation, parce que voilà, c'est un métier spécifique. Et justement, l'exemple est bien choisi puisque le centre de formation qui a mis en place le mobile learning, c'est justement le centre de formation qui s'occupe de former les agents des gares. Et donc, ils sont dotés de devices mobiles. Et donc, oui, il y a tout un parcours de formation en fait en blended learning avec ces parcours disponibles qui est accessible pendant leur formation que nous on appelle formation initiale, où on monte en compétences. Et une fois qu'ils sont validés opérationnels, ils vont sur le terrain. Ils conservent leur tablette qui leur a été confiée lorsqu'ils sont entrés dans l'entreprise, et ils ont la possibilité, par exemple, quand ils ont une tâche à effectuer, il y a toute une série de modules de révision qui va leur permettre, dans une situation précise, de dire tiens, je me rappelle plus. Regarder sur leur tablette, sélectionner le module en question pour dire voilà quelles sont les bonnes pratiques ou quelle est alors pas la procédure parce que là il y a le monde procédural, on a des livres etc sur lesquels on se réfère pour effectuer des tâches réglementaires. Et comme eux ont fait le choix d'être plutôt dans la révision, mais avant d'intervenir, par exemple, je pourrais regarder une capsule qui justement me rappelle, avant d'arriver sur le terrain, quels sont les équipements que je dois avoir en ma possession, et ça permet de rassurer le salarié. Et après, une fois sur place, s'il y a une procédure d'intervention à mettre en place, donc là, ils ont des procédures qui sont sur des bouquins, sur d'autres supports. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas encore fait le choix de le pousser sur des solutions comme Biddies, mais ça pourrait tout à fait être possible. Alors j'ai une question là. Est-ce que les managers peuvent monitorer leurs collaborateurs par rapport à leur degré d'utilisation des solutions de formation? Alors sur notre LMS, c'est le cas. Sur Biddies, il n'y a pas de rôle manager pour visualiser. Alors c'est plus de manière plutôt macro, comme l'évoquait Cléo tout à l'heure, où sur des actions bien précises, on va stimuler les salariés sur une thématique. Mais au quotidien, par exemple, tout à l'heure, j'évoquais des modules obligatoires. Là, c'est plus la maîtrise d'ouvrage qui va suivre le dispositif de manière macro. Mais en tout cas, pour le moment, on n'a pas de rôle de manager dans la solution Biddies. Et même pour certains dispositifs, c'est un choix. On a un autodiag, par exemple. Et donc là, c'est un choix où justement, on annonce que le salarié, il fait son autodiagnostic et personne visualise, c'est vraiment pour lui. Cléo, tu veux rebondir là-dessus? Ouais, je voulais juste préciser qu'effectivement, toutes les actions, etc., toutes les montées en compétences des apprenants sont remontées dans les statistiques de l'outil Auteur. On a des accès statistiques. Il y a certains managers ou RH qui ont des accès, mais c'est vrai que c'est pas systématique parce que chez RATP, l'outil n'est pas vu comme un outil d'évaluation, mais vraiment comme un outil pour aider à monter en compétences. Et donc, du coup, c'est à la disposition des apprenants qui vont pouvoir venir piocher les contenus au fil de leurs envies. Ok. Arnaud, comment on met en place un outil comme ça? Comment on le présente aux salariés? Comment on s'assure qu'ils vont l'utiliser? Est-ce qu'il y a un programme d'ambassadeur interne? Comment ça fonctionne? Alors, nous, le besoin, il est venu du terrain, donc c'était plus donc des prescripteurs qui ressentaient ce besoin-là pour faire évoluer leur parcours de formation. Après, se pose toujours la question de l'adoption finalement des salariés. Et l'adoption des formateurs aussi, parce que il y a une époque où certains formateurs pensaient que les modules digitaux allaient les remplacer.
Et finalement, on s'aperçoit que c'est pas du tout le cas. Donc, mince, du coup, j'ai mangé mon fil conducteur là. Je te demandais s'il y avait des ambassadeurs internes. Oui, alors merci. Donc là, c'est quelque chose qu'on met en place. Alors dans les grosses entreprises, nous on fonctionne par département, donc on est très siloté. Et du coup, un centre de formation va faire ses contenus, va monter en compétences, avoir un degré de maturité qui va sans cesse croître. Et un autre département qui va se lancer, lui potentiellement, c'est un peu comme si c'était une autre entreprise qui se lançait, quoi. Et donc on est très conscient de ça. Et justement, on a lancé donc nous une communauté pour tous les concepteurs. Donc on a identifié justement des ambassadeurs de la solution pour être une sorte de finalement d'accélérateur pour les nouveaux et qui arrivent, qui aient un petit peu les best practices, qui puissent être guidés par donc en interne par la communauté. Et puis ceux qui sont déjà matures, peut-être justement se réinterrogent sur leur manière de fonctionner, parce qu'on a toujours tendance un petit peu à s'asseoir sur ses lauriers. Et puis une fois que le dispositif est bien rodé, on est en phase de déploiement et des nouveaux qui arriveraient justement dans les formations, le monde, l'univers des formations digitales, avec un regard un petit peu neuf. Peuvent challenger justement ceux qui sont déjà bien instaurés. Et donc, c'est ce que justement on est en train de mettre en place RATP avec les différents départements pour booster en fait tout cet univers. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, qui est quand même important dans tout type de projet, c'est la notion de retour sur investissement de ce type de projet. Parce que là, la façon dont vous êtes organisé permet d'avoir finalement très peu de recours à l'externe, en termes de prestataires externes. Donc, vous avez la main quasi intégrale sur vos process, vos créations de contenu. Ça permet aussi, j'imagine, d'avoir du ROI sur des formations en présentiel, de faire ces ajouts de mobile learning. Est-ce que ça permet de diminuer le temps du présentiel? Est-ce qu'il y a un gain à ce niveau-là? Alors, le gain, il peut se situer à plusieurs niveaux. Il y a la durée totale de la formation. Je vois par exemple au centre de formation du métro, quand ils ont intégré des simulateurs de conduite, ils pouvaient paralléliser les temps de conduite, plutôt que d'avoir un train, une personne qui conduit un train. Là, il y a le groupe d'apprenants qui sont dans un simulateur et qui font le même scénario en même temps. Donc là, forcément, on a des économies mécaniques qui se font, tout en conservant le même degré de qualité. Ça, c'est super important pour nous. On peut avoir un gain. Parfois, donc sur la durée, donc nous, il y a des formations où on a intégré du digital pour des formations d'habilitation électrique, par exemple. C'était sur 2 jours et on a réduit à 1 jour en intégrant du digital. Alors pas à distance, c'était du digital en synchrone. Et par contre, pour animer, cette formation était dispensée donc par un seul formateur, et on a mis 2 formateurs pour animer cette formation. Donc, on a réduit la durée, ce qui fait que les personnes, au lieu de se déplacer, donc les apprenants, au lieu de se déplacer 2 jours, ils se déplacent qu'une seule journée. Donc là, il y a un bénéfice très très net. Mais ça a nécessité de rajouter un 2e formateur. Alors, c'est vraiment très très variable. Et c'est justement un peu notre vocation, puisque justement on a des outils. Donc, on a développé des outils. Justement dans le cadre de la transformation de la formation, se poser la question: quel serait le retour sur investissement si on intègre, donc on investit tant sur la conception des modules, est-ce que ça va nous rapporter? Alors, est-ce que ça va nous rapporter de la qualité? Est-ce que ça va nous rapporter on va consommer, on va pouvoir redéployer un certain nombre de salariés sur le terrain parce qu'ils seront moins en formation, ou non, la qualité, ce sera, on a un dispositif plutôt sur la durée où il y aura du présentiel et on va incorporer un certain nombre de modalités pédagogiques justement en mobile learning pour que les personnes puissent avoir des piqûres de rappel sur le terrain, parce qu'on s'est aperçu que sur ces dispositifs-là,
eh bien, on balançait le contenu pendant 2-3 jours, et puis à l'issue de ces 3 jours, les salariés, ils avaient une tête, il n'y avait plus rien qui rentrait dedans. Et la rétention de la formation, voilà, je ne vais pas refaire le débat, mais on connaît les chiffres. Hein. Le formateur a dit, moi j'ai tout dit. Le salarié, quand il retourne sur le terrain, il n'est pas si opérationnel que ça. Donc on se dit, voilà, on donne un certain nombre de notions, donc un socle durant un présentiel. Et puis ensuite, on a un certain nombre de contenu qui est distillé, qui est disponible par la suite sur le terrain. Alors là, il y a une question. Donc les formateurs, tout à l'heure, tu as dit les formateurs se rendent compte que les outils digitaux ne les remplacent pas. Donc là, comme tu l'expliques, hein, ça peut aussi amener à rajouter des formateurs, à monter des formats de blended learning. Donc effectivement, le digital va pas diminuer forcément le rôle des formateurs au sein de la RATP. C'est une réorganisation de l'apprentissage en fait. Exactement. Donc là, il y a alors le métier finalement, le métier de formateur, il évolue. Et là, on l'a vu pendant la période Covid. Hein, on a vu un changement de comportement parce qu'il a fallu forcément s'adapter. Comme on l'a dit, hein, une culture où nous, on est quand même plutôt dans du présentiel. Il a fallu assurer une continuité pédagogique. Et donc finalement, là, les formateurs ont pu découvrir les formidables possibilités qui étaient offertes. Et heureusement qu'on avait des outils en interne. Et il y a des formateurs qui se sont vraiment creusés les méninges pour trouver des dispositifs. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Hein. La semaine dernière, on était en train de revisiter un dispositif. Et ça sonne chez moi. C'est les aléas du direct. Du coup, on a vu que finalement les formateurs se sont vraiment transformés d'eux-mêmes et ont pu voir finalement les bénéfices de la formation finalement à distance. J'ai une question là, c'est Brigitte qui nous demande comment les salariés s'y retrouvent dans toute cette masse de formation digitale. Alors là, il y a une, on a une masse globale, mais les outils en fait proposent un profilage. Donc, en fonction du département dans lequel je suis, en fonction de mon métier, en fonction de ma catégorie socio-professionnelle, eh bien, je ne verrai pas le même contenu. Donc, au moment où je me connecte sur la plateforme, eh bien, la plateforme me reconnaît et me propose du contenu adapté. Alors, il y avait une autre question tout à l'heure sur… Aussi, hein. Ouais, c'est ça. Ça fait partie d'un des axes importants de ce type de projet. De bien gérer. Est-ce que toutes ces formations digitales ont entre guillemets la même valeur qu'une formation présentielle qui serait entre guillemets certifiante en termes de montée en compétences dans l'entreprise? Est-ce que la RH au niveau RATP monitore l'acquisition des compétences des collaborateurs? Je vais prendre un exemple. Tu mets à disposition d'une certaine catégorie un catalogue. Ils sont pas obligés d'assister à ces formations, mais tu as 2-3 salariés qui sont hyper impliqués, qui vont suivre tous les cursus. Est-ce que la RH peut identifier ses collaborateurs et se dire tiens, eux sont très investis, peut-être qu'on peut les faire progresser, etc. Est-ce qu'il y a tout ce maillage qui est mis en place? Alors, les outils que l'on a et à travers les analytics que l'on peut en ressortir, on a toutes ces informations parce qu'on a à la fois des dispositifs obligatoires, du développement personnel, etc. Alors nous, on monitore plutôt… Enfin, on monitore tout parce qu'en termes de volumétrie, même ce qui est en libre accès, forcément, on sait qui fait quoi, mais plus au niveau administration centrale, les RH vont plus s'occuper des dispositifs, on va dire, professionnels. Et ça, c'est un côté qui va arriver assez vite. Donc là, le positionnement de l'entreprise, encore savoir qu'est-ce qu'on utilise, parce que finalement, à travers cette question, il y a un côté sous-jacent, c'est finalement, est-ce que l'entreprise souhaite capitaliser, se servir sur des compétences qu'un salarié aurait à titre perso. Par exemple, je travaille dans une association, je développe un certain nombre de compétences propres que je n'utilise pas dans mon métier actuel.
mais est-ce que la DRH pourrait potentiellement dire ah bah tiens, cette personne-là, elle a des compétences, certes elle les utilise pas, mais on pourrait lui proposer un parcours qui lui permettrait de développer ses compétences et qui pourrait servir l'entreprise, parce qu'à la fois bah c'est quelque chose qui est fatigue perso, donc potentiellement c'est un élément moteur pour cette personne, et dire bah voilà, elle pourrait potentiellement faire des choses qui lui plaisent encore plus dans l'entreprise. Donc là, ce serait un petit peu gagnant-gagnant. Aujourd'hui, on n'a rien d'automatique qui se fait par rapport à ça avec les outils que l'on a, mais on sent bien que voilà, c'est tout ce qui arrive avec les moteurs d'intelligence artificielle pour essayer de proposer des parcours adaptatifs en disant bah voilà, telle personne consomme tel type de contenu, donc du coup un peu à la Netflix, on va lui proposer tel contenu parce qu'elle a cette appétence-là et du coup bah, lui proposer bah, potentiellement de s'orienter vers telle ou telle filière. Hein. C'est très naissant. Nous, on n'est pas du tout en mode industrialisation là-dessus, mais c'est des choses auxquelles on pense, forcément. D'accord. Ouais. Je vais pas refaire l'histoire, on va pas reparler de l'intégralité du projet, mais grosso modo, un projet comme Biddies, il faut combien de temps pour le mettre en place? Combien de temps ça a pris à la RATP? Alors peut-être que je vais laisser Cléo parler parce qu'en fait, nous, c'est un peu particulier comme c'est arrivé en fait au niveau d'un centre de formation et ensuite, on a augmenté le nombre de licences pour le déployer de manière transversale. Du coup, je sais pas combien de temps ça a mis au départ pour les premières briques. Alors, en fait, au départ, donc du coup, comme on le disait tout à l'heure, il y a un premier département qui a testé la solution. La mise en place, en gros, après la signature du contrat, le temps qu'ils créent des contenus, etc., ils ont dû mettre 1 mois pour lancer. Ils étaient au début sur l'application Portail, en fait. Donc, il n'y avait pas de temps de technique supplémentaire. Donc, c'était simplement le temps de créer du contenu. Il y a eu 1 mois, 6 mois de tests après qui ont été largement validés. Et suite à ça, du coup, on a lancé le contrat groupe. Et je pense que ça a dû mettre 4 mois le temps de lancer l'application en marque blanche qui est du coup intégrée aussi à tous les outils RH. Donc, on est plugué, par exemple, au SIRH pour pouvoir récupérer, typiquement ce que disait Arnaud tout à l'heure, de pouvoir récupérer le profil propre à chacun des apprenants pour pouvoir les ajouter automatiquement dans les groupes correspondants, en fait, pour qu'ils reçoivent automatiquement le contenu qui leur est destiné. Et donc, du coup, oui, ça a dû mettre même moins de 4 mois, en fait. Ouais, donc c'est des projets qui sont quand même assez rapides en termes d'implémentation. Après, c'est classique, j'imagine, on met en place un pilote et puis ensuite on va déployer en fonction des besoins. Ouais, ça marche. Est-ce que c'est des projets qui vont également être déployés au niveau du management, Arnaud? Donc ils sont déjà? Alors par rapport à quoi au contenu? Ouais, par rapport au contenu. Ah oui, oui, bien sûr. Ouais. Bah, en fait, là, comme nous, on est parti, c'est un outil transverse entreprise. Donc, on a des contenus pour tout le monde, hein, notamment. Donc là, on a un nouveau dispositif pour les managers où on a du contenu qui est sur. En fait, on a un parcours blended et donc on a du contenu qui est sur notre plateforme LMS. On a des unités d'apprentissage, Biddies, qui sont dans ce contenu-là. Donc en fait, il y a un interfaçage. Les outils communiquent entre eux, hein, et notamment le contenu qui est créé sur Biddies. Il y a la possibilité de faire, donc là je vais peut-être rentrer un petit peu dans des termes techniques, donc des zips scormés, hein, donc qui est le module que l'on va récupérer et le déposer sur une plateforme avec un protocole de communication qui est standardisé en fait. Donc ce qui permet pour nous au niveau du suivi d'utiliser un seul outil pour justement avoir récupérer notre data. Donc là, nous, on a toutes les couches, hein, donc les managers, bien entendu, les opérateurs, et puis des dispositifs pour tous, puisqu'il y a, comme je l'évoquais tout à l'heure, l'Académie du digital qui a déposé des contenus. Pendant le Covid aussi, on a mis un parcours qui a très très bien fonctionné parce que en 1 semaine et demie, 2 semaines, le contenu s'est retrouvé dans le top 10 des contenus les plus regardés. Et donc qui était très très typé par rapport à la période spécifique qu'on était en train de vivre.
en apportant justement du contenu un peu perso. Il y a eu une capsule qui a été faite, c'était sur de la culture G par exemple, donc typé cinéma, tout ça, c'était super sympa et elle a été très vue, très utilisée pendant la période de confinement. Donc en fait, j'ai envie de dire, il y a pas vraiment de limite, on peut l'adresser un petit peu à qui on souhaite et comme en plus c'est profilé, c'est pas le bazar quoi. On arrive à ranger, à classifier les choses. Donc c'est également un outil, j'imagine, qui peut être très pratique en matière de onboarding des nouveaux collaborateurs. Ouais, J'imagine qu'on peut Arnaud créer aussi des parcours. Arnaud en parlait tout à l'heure, effectivement, il y a certains départements qui vont utiliser Bidis pour leur formation initiale. Donc, quand un apprenant arrive, en fait, il va avoir tout un programme à suivre en présentiel et accompagné sur l'application. Et le contenu, il va le garder après, ce qui va constituer en fait une base de connaissances qui reste toujours accessible. Et au-delà de RATP, pardon, on a beaucoup de clients aussi qui l'utilisent en termes d'onboarding et qui font des espèces de chasse au trésor à l'onboarding au sein de l'entreprise où ils vont utiliser les systèmes de QR code, où ils vont se déplacer dans l'entreprise pour pouvoir retrouver des QR codes à scanner qui vont débloquer des contenus, qui vont l'emmener dans un autre endroit de l'entreprise, qui vont les amener à rencontrer le reste de l'équipe, etc. Donc, ouais, la solution est très pratique pour ça aussi parce que déjà on a la mobilité en fait, on peut se déplacer avec son smartphone et aller à la découverte de l'entreprise et de ses collaborateurs, donc ouais, ça s'y prête totalement. J'ai quelqu'un qui me dit finalement tout est basé sur le volontariat des apprenants et donc c'est pas une stratégie de formation continue planifiée. Alors oui et non quelque part. Oui et non, parce que justement, les formations qui sont offertes sur l'outil sont très diversifiées. On va avoir des formations continues, mais on a également des formations plus où l'apprenant va pouvoir venir piocher en fait en termes de développement personnel, etc. Et là, oui, c'est en termes de volontariat surtout. Mais Ça marche. Arnaud, je ne sais pas si tu veux compléter. Ouais, mais c'est comme justement l'outil, on le paramètre un peu comme on le souhaite. Donc, on peut mettre à disposition un catalogue et puis les salariés consomment le contenu un petit peu comme ça leur plaît. Donc, dans ce cadre-là, oui. Après, le marketing de ces dispositifs, puisqu'il y a des dispositifs d'invitation, de relance pour inciter les salariés à faire. Mais on a aussi, comme je l'évoquais, des dispositifs obligatoires. Donc, du coup, on peut très bien avoir un parcours avec différentes étapes qui est suivi. Et donc là, les salariés n'ont pas vraiment le choix. Donc, il y a ce côté planifié qui peut exister aussi. Donc, ça, c'est vraiment des choix, c'est des stratégies qui doivent être mises en place. Et c'est pas des stratégies à la place de. Ces deux stratégies peuvent très bien cohabiter sur la même solution. Alors, bon, je pense qu'on a fait un peu le tour de toutes ces questions. Est-ce que Arnaud, tu aurais toi des conseils à donner alors ça va être une question super large, mais en matière de digitalisation de la formation, selon toi, si tu avais 2-3 conseils comme ça prioritaires à donner ou 2-3 choses à vraiment prendre en compte, qu'est-ce que ça serait? C'est en fait, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on attend de la solution pour pas que ce soit déceptif. Donc, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je veux pas. Ça, c'est vraiment structurant. J'ai envie de dire, c'est la base de tout projet, mais c'est d'autant plus vrai avec cette fameuse projection parce que ça va tellement vite. Les outils, on en voit. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui sur le marché. Il y a même parfois une cacophonie. Puis on est très sollicité aussi par différentes solutions. Elles sont toutes très alléchantes, donc il faut vraiment savoir ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, et derrière embarquer à la fois les formateurs et puis sonder aussi les salariés pour pouvoir mesurer le degré de maturité digitale, parce que parfois on peut avoir un super outil. Mais si les personnes ne sont pas prêtes à accueillir l'outil, ça peut être difficile dans le déploiement. Donc, il faut essayer de sentir un petit peu justement ce degré de maturité sur le terrain de manière assez opérationnelle.
Sachant qu'un outil comme Bidiz, on est quasiment dans de l'outil collaboratif en fait. On est sur un outil qui permet à l'apprenant d'apprendre, mais en même temps, l'apprenant peut aussi proposer et créer un contenu. Alors, ça, il faut laisser la main, c'est pas automatique. Mais en tout cas, la solution, quand on achète les licences, permettrait en fait à n'importe qui de pouvoir créer du contenu. Bon, ça, faut voir la politique, le choix de la politique qui va être mise en place. Hein. Donc, c'est pas forcément automatique, mais il pourrait ça pourrait très bien être mis en place. Et après, il y a également un système aussi de validation au besoin. On va pouvoir laisser des droits plus ou moins importants, par exemple soumettre la validation de la publication des capsules avant de pouvoir être publié, etc. Donc il y a des degrés aussi d'autorisation qui sont différents en fonction de l'objectif et de la personne. Ça marche. Est-ce que Cléo, tu veux conclure en nous donnant tes derniers conseils? Les derniers conseils Avant d'aller finir la matinée. Dernier conseil, je pense qu'Arnaud l'a bien dit, hein, ça va être de bien choisir les outils par rapport au contenu, ça va être de bien intégrer la pédagogie propre à l'outil. Et puis beaucoup jouer aussi sur la communication, parce que typiquement ce que disait Arnaud, face aux réticences qu'on peut rencontrer sur le terrain, de la peur de la nouveauté, de la peur d'un outil digital, etc. Tout ça, ça peut être très facilement contourné grâce à de la communication, en montrant la simplicité de l'utilisation de l'outil, en montrant tout ce que l'outil va apporter aussi en termes de contenu, en termes de montée en compétences, en termes aussi je trouve pas mon mot, en termes de plaisir d'apprendre. L'environnement est très gamifié, donc ça se fait facilement en fait. On a un peu toujours en tête ce qu'il y avait avant, des PDF, des centaines de pages de PDF à lire, etc. Alors que maintenant, c'est très différent, c'est très engageant et c'est agréable en fait de monter en compétence et ça se fait très facilement. Ok, super. Et aussi un conseil, il y a un petit peu, comme je l'évoquais tout à l'heure, le chant des sirènes. Il ne faut pas négliger la montée en compétence sur la spécificité finalement de la conception d'une formation digitale, parce que même si l'outil est simple, il y a des choses, il y a un travail préparatoire à mettre en place avant de foncer tête baissée sur l'outil. Ça, je pense que c'est vraiment important, d'où justement la création de la communauté pour distiller ces conseils-là. Parce que on est tenté, hein, forcément, on se dit tiens, j'ai un module, paf paf, je me connecte, je commence à coucher le contenu sur le logiciel. En plus, il m'accompagne, je visualise le résultat immédiatement. Je pense qu'il faut essayer de bien cadrer les choses et il y a une responsabilité dans le cadre de l'accompagnement à mettre en place. Super. Merci à tous les deux. Merci à vous d'avoir assisté à ce Webicafé. Je vous mets un petit lien là, si vous souhaitez contacter Bidiz pour avoir éventuellement une démonstration de produit. Et puis, Arnaud, je te souhaite une bonne après-midi. Merci d'avoir témoigné. Et Cléo, à bientôt. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous. Bonne journée. Merci, bonne journée à tous. Au revoir.